Le secteur du pétrole ou des mines, c'est un secteur qui est plein de tabous. Cette fois-ci, nous allons essayer de lever ce tabou en recevant Monsieur Florent Michel Okoko, qui est le président de Initiative Transparence Industrie Extractive. Cette initiative a été faite en 2002 au sommet de la Terre à Johannesburg, en Afrique du Sud, à l'initiative de Anthony Blair, l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni. Il avait eu cette idée parce que beaucoup de pays qui produisent du pétrole ou de l'or ou d'autres minéraux sont souvent des pays pauvres. Et il y a souvent une certaine fine population qui est extrêmement riche. Pour quelles raisons? Nous allons voir ça avec M. Okoko qui va nous expliquer si, depuis que le Congo est devenu membre de cette association Extractive Industries Transparency, le Congo a changé. Dans un instant. Une fois de plus, bonsoir, et nous recevons, comme j'ai déjà annoncé au début de cette émission, M. Florent Michel Okoko. Monsieur Okoko, soyez les bienvenus. Merci. Je suis agréablement accompagné. D'accord, ok. Pour moi, c'est un honneur d'avoir une personnalité comme vous qui est à la tête d'une organisation très controversée et que vous avez eu le courage d'accepter la présidence. D'abord, je vais vous poser une question banale. Depuis quand vous êtes à la tête de l'ITIE? Depuis l'année 2007. D'accord. Et quand vous avez nommé sur cette poste, est-ce que vous étiez content? Il est très difficile de ne pas avoir à accepter l'honneur que vous fait le chef de l'État, puisque c'était une nomination par décret présidentiel. Et je pense que mon sentiment à l'époque, c'était surtout l'importance de la responsabilité. D'accord. Dire que j'étais content, oui, content d'être nommé. Content d'être nommé. Est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question, M. Kokouké, mais écoute, mais le président, j'aime ce qu'il a fait, il m'a donné une nomination, mais pourquoi, bon Dieu, il choisit de me donner la présidence de Extractive Industries Transparency Initiative. En français, c'est l'ITIE. Bon, écoutez, en général, quand on travaille pour la République, pour l'État, nous sommes en général sur des missions. Ce sont des missions successives qui sont faites, surtout quand on est au niveau où nous sommes. Nous sommes des cadres, des hauts cadres de l'administration. Et ça a été une mission qui a été déterminante pour le gouvernement et j'en ai pris la charge sans état d'âme. Sans état d'âme. Vous êtes le Congo en septembre 2002, selon ce que j'ai vu, les pays pionniers étaient le Ghana, le Nigeria et Azerbaïdjan. Oui, et le Congo a été volontairement adhéré à l'initiative en 2004. En 2004. Bon, monsieur, je ne vais rien vous apprendre. Vous savez que quand on parle le Congo et le pétrole, ça fait ce sujet de beaucoup de spéculations. On espère que ces spéculations vont diminuer. Et ils vont diminuer. On va venir sur le fait que vous dites que vous espérez que ça va diminuer. Je ne sais pas si vous travaillez à cette fin, que ça puisse diminuer. Mais dans votre travail, puisque le pétrole ici, elle est dit, moi je vous dis ce que tout le monde le dit, c'est le principal source de revenus de l'État, mais aussi contrôlé par la famille des présidents. Est-ce que votre travail est facile? Il est très difficile pour nous d'accepter de telles affirmations. La première des choses, effectivement, c'est 90% des recettes pétrolières de l'État. C'est un domaine qui, de ce fait, touche à la souveraineté de l'État. Parce qu'aujourd'hui, si du jour au lendemain, les recettes du pétrole, aujourd'hui, disons qu'il n'y a plus de recettes de pétrole, il n'y a plus d'État. Puisque notre budget est basé essentiellement sur les recettes de l'État. Deuxième des choses, dire que le pétrole est contrôlé par la famille du président de la République. Si vous dites que la famille du président de la République, ce sont les membres du gouvernement,
Non, c'est ce que les gens... Parce que... Vous demandez que je vous réponde. D'accord, répondez, vous revenez. Oui, oui. Ce sont les membres du gouvernement, puisque la famille présidentielle, ce sont aussi ceux qui sont au Parti congolais du travail, le parti dominant. Si ce sont ceux qui ont la majorité à l'Assemblée nationale, je dirais oui. Mais si nominément vous avez des membres de la famille du président au sein du pétrole, c'est qu'ils ont été certainement choisis par leurs compétences et qui, à la place où ils sont, font en sorte que les missions qui leur sont assignées soient faites de manière rigoureuse et font en sorte que la conséquence, c'est qu'on a des recettes suffisamment importantes au niveau de l'État. Donc, je veux dire que leur place a été jugée essentiellement par leurs compétences. C'est des choix que l'on peut voir que nous, État congolais, nous, Républiques, souvent nous assumons. Vous assumez. Parce que ce que je voudrais que vous dites, monsieur, c'est qu'il faudra qu'il y a beaucoup de Congolais et des non-Congolais qui vont suivre, qui vont vous suivre. Je n'ai pas de problème avec Donc, ça. il faudra que ce que vous dites, parce que dans la rue, je me répète, on dit, c'est ce que la rue dit, et comme j'ai l'occasion de vous voir qu'ils Oui. n'ont pas, je vous la pose. Est-ce que donc vous affirmez ici que ce pétrole du Congo n'est pas contrôlé par la famille du président? Je peux affirmer que le pétrole du Congo n'est pas contrôlé par la famille du président. Je m'exprime très simplement. Le pétrole du Congo, d'abord, constitutionnellement, appartient au peuple congolais. Donc, tous les investisseurs qui arrivent au Congo savent que le pétrole nous appartient. Le concept de contrat de partage de production est un concept qui se base d'abord sur le fait que nous, Congo, nous disons, c'est notre pétrole, vous venez dans notre pays, vous avez la capacité d'investir, vous avez la capacité de faire en sorte que ce qui est dans notre sous-sol soit valorisé. Nous vous en donnons pour un temps déterminé la gestion. C'est ce qu'on appelle les groupes opérateurs. Une fois qu'ils ont cette gestion, ils se mettent donc à faire en sorte que non seulement le groupe qu'ils représentent, mais aussi l'État reçoivent une part conséquente aux différents engagements contractuels qu'ils ont signés. Là, je veux dire que toutes les sociétés qui viennent ici, dans les sociétés qui viennent ici, vous ne voyez pas la famille du président de la République. Je ne vois pas le directeur général de Total actuellement ou le directeur général des Nikongo ou autres qui soient membres de la famille du président de la République. Donc ces personnes travaillent normalement. La production pétrolière est connue. Le partage de production sont connus. La mise à disposition de ce partage de production auprès de l'État congolais sont connus. Toutes les cargaisons qui sont commercialisés à partir des terminaux pétroliers du Congo sont connus en volume, en destination et en prix, puisque le Brent est une information universelle. Nous sommes notre pétrole de référence, c'est le Brent. Donc à partir de ce moment, la mise à disposition des fonds de l'État au Trésor public passe par une procédure qui est une procédure aujourd'hui publique, puisque nous l'avons mis à disposition du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, ainsi de suite. Donc sur ce point de vue, je n'ai pas de problème à dire que les choses sont publiques. Les choses sont publiques et en d'autres termes, les choses sont très claires. Les choses, pour moi, en tout cas, telles que les informations que je vous ai données, elles sont disponibles, quelle que soit la personne au niveau du public, elle peut les contacter. Le plus important, c'est qu'elle les comprenne. C'est le plus important qu'elle les comprenne. Donc quand vous dites que tout est transparent, tout est clair, le public peut y consulter et voir, bon, pourquoi se fait-il donc, si le Congo et l'association, l'organisation que vous êtes à la tête, tout marche bien, vous avez même un rapport, on parlera de votre rapport de 2012, mais en 2000, je crois que c'est 2004, si je ne me trompe pas, Ouais. Vous n'aviez pas été accepté, vous avez été recalé. Nous avons été recalés en 2010. En 2010, pardon. Ah, donc je vous ai même, vous avez été recalé. Nous avons été recalés en 2010. Parce que les choses n'étaient pas très claires, contrairement à ce que vous venez de dire. Non, les choses, en 2010, si nous avons été recalés,
nous avons des choses qui sont précises. Les 2 rapports qui ont été mis à la disposition du secrétariat international de l'ITIE ont été faits par un cabinet dont l'essence était essentiellement juridique. Le concept de l'ITIE veut qu'il soit beaucoup plus comptable. Les informations qui ont été mises à la disposition de l'ITIE n'ont pas été suffisamment comptables et n'ont pas permis donc au Conseil d'administration international de l'ITIE, dans le premier et le deuxième rapport, de reconnaître que les différentes exigences qu'ils souhaitent avoir dans ces rapports se retrouvent là-dedans. Donc à partir de ce moment, ils ont estimé que le Congo avait fait des efforts importants, mais pas suffisants pour être conforme. Donc si nous avons été recalés, ce n'est pas parce qu'on n'avait pas fourni d'informations, mais parce que la manière dont nous avons présenté ces informations n'était pas adaptée aux normes de l'ITIE. Oui, mais monsieur Okoko, vous êtes quand même des gens brillants, vous savez tout. Vous venez de me dire tout de suite que ça doit être comptable, mais vous avez pris un cabinet juridique. Est-ce que ce n'était pas ce que les gens vont se demander, comment des gens brillants comme ça vont commettre ces erreurs? Est-ce que ce n'était pas le souci de dissimuler quelque chose et jouer avec le temps? Ah non, nous n'avons rien dissimulé. D'ailleurs, même nous avons mis ce rapport sur Internet, on peut on peut vous le mettre à disposition. Il n'y avait rien de dissimulé. La chose, c'est que nous avions pensé à l'époque que l'ensemble des exigences avaient été souscrites. Bon, il nous a été reproché 2 choses. La première des choses qui nous a été reprochée, donc c'est cette manière de présenter. Et la deuxième des choses, c'est qu'on s'est basé aujourd'hui sur... En fait, le concept du consultant précédent, c'est que le consultant précédent ne voulait pas seulement que le chiffre apparaisse. Lui, il voulait que ce qui permet au chiffre d'être déterminé soit expliqué. Donc, le concept juridique, les contrats de partage de production, les différentes lois et ça. Mais cette partie, dans le cadre actuel de l'ITIE, ne compte pas. Donc lui, il ne voulait pas seulement qu'on l'on dise qu'il y a 10 barils de pétrole mis à la disposition de l'État, mais comment nous arrivons à ce chiffre de 10. Mais je peux vous dire aujourd'hui, donc moi qui suis membre du Conseil d'administration international de l'ITIE, que la discussion aujourd'hui est repartie au niveau de l'ITIE, parce qu'au niveau de l'ITIE, il est bien bon de mettre à la disposition des chiffres comptables, mais aujourd'hui, la discussion à l'ITIE est de savoir pourquoi ces chiffres sont sur un rapport. Donc, nous revenons au concept qui, à l'époque, avait été combattu. Maintenant, ce que l'on veut, c'est non seulement avoir les chiffres, mais avoir l'explication de ces chiffres. Voilà. Donc, vous aviez raison. Je pense qu'on a eu raison trop tôt. D'accord, trop tôt. Bon, mais je vais revenir avant qu'on ne procède pour parler du rapport de septembre 2012 sur le problème de cette république, le pétrole et la famille. Et la famille, d'accord. Dans votre rapport, je vois une société qu'on appelle Socotram. Oui. Socotram, qui est à la tête de Socotram? À la tête de Socotram, il y a un président directeur général qui s'appelle... on dit Willy Nguesso. Voilà. Et quand tu regardes à la SNPC, il y a 4 directeurs généraux. Oui, il y a le président, le directeur général, président du directoire, M. Jérôme Coco. Oui. Il y a le directeur général en charge des questions financières, M. Calix Ganongo. Il y a le directeur général en charge de l'amont pétrolier, M. Sokat. Oui. Il y a le directeur général en charge de l'aval, M. Denis Christel Sassou Nguesso. Voilà. Oui. Il y a un problème quelque part, non? Il n'y a pas de problème. Lequel? Monsieur Sassou Christel Nguesso oui. est chargé de quoi à la SNPC? Il est chargé de l'aval pétrolier. Donc, ce qui concerne le raffinage et la commercialisation. Et la commercialisation. Oui. Et son frère ou son cousin est à la tête de Socotram. Son frère est à la tête de Socotram. Et Socotram fait quoi? Socotram est une société qui a, elle, la charge de faire en sorte que les chargeurs, donc les armateurs, les chargeurs, donc je peux dire les pétroliers puissent être à disposition pour pouvoir
faire de l'exportation, de l'importation, pas seulement du pétrole, pas seulement des mines, mais de tout ce qui arrive et entre au Congo. Ne voyez-vous pas donc là, M. Coco, que les gens dans la rue ont un élément de vérité, non? Ça dépend de la vérité que l'on cherche. Prenons le cas de M. Denis Christès Sassou Nguesso. Il serait très facile de dire, ben c'est vrai, moi je poserais la question autrement. Oui, comment allez-vous poser? Est-ce que la commercialisation du brut du Congo, puisqu'il en a la charge au niveau de la Société nationale des pétroles du Congo, est mal faite? C'est la question qu'il faut se poser. Vous, en tant qu'auditeur? Moi, en tant que ITIE, oui. Je reçois un ensemble d'éléments qui montrent que par rapport au prix international, la Société nationale des pétroles du Congo est quelquefois au-dessus du prix de vente de certaines sociétés pétrolières de la place. Donc,